Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Avant de démarrer cette lecture, quelques mots sur Lars Norén et sur ce petit roman. Dans les années 70, alors qu'il est un poète suédois reconnu, puisqu'il a été publié à 19 ans, je le rajeunis, alors qu'il a été publié à 19 ans, Lars Norén s'essaie au roman une première fois, mais il n'écrira que les 2 premiers tomes de cette trilogie, parce qu'en 1978, suite à un rêve, il bascule dans l'écriture dramatique. Il abandonne la poésie, le roman, et il se consacrera au théâtre pendant plus de 50 ans. Il écrira plus d'une centaine de pièces. La violence, qu'elle soit intime ou collective, est au cœur de son œuvre. Mais ce n'est pas montrer les victimes, ni même les bourreaux qui l'intéressent, mais les circonstances, les conditions dans la société qui font que tout cela est possible. À la fin de sa vie, Lars Norén voulait se surprendre quand il écrivait. Il disait lui-même « Lorsque j'écris une scène, si je sais ce que la pièce va devenir, j'arrête ». Il voulait devenir étranger à lui-même en écrivant. Et il me confiait qu'il y arrivait beaucoup plus dans la prose, avec la prose, d'où ce petit roman écrit dans les derniers mois de sa vie. Dans le journal d'un écrivain 2019-2020, publié l'année dernière aux éditions Laplace, il nous donne quelques clés. En novembre 2020, il écrit « Je pense à un petit roman, ou même à un roman encore plus petit, le plus petit possible. Un roman sur une femme de 36 ans, mère de 4 enfants. Elle est mariée avec son demi-frère. Je ne sais pas si j'en aurai la force. Non, je verrai si cela revient. Aussi simple que possible, un petit roman. La première chose que je vois quand j'ai des images du roman, c'est un sentier battu lumineux qui s'étire dans l'obscurité, ainsi qu'un endroit où il y avait autrefois une caravane. Il vivait là. Qui est-ce qui parle? Est-ce elle? Non, je ne crois pas. Elle attend. Dans quelques jours, elle va mourir. Ce n'est pas plus irréel que le fait qu'elle vive. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne peux pas écrire cela. Je ne sais pas ce qui m'interpelle dans ce fait divers. C'est comme des mots à travers un mutisme. Je progresse sur ce terrible petit roman. Je suis arrivée à la page 8. J'écris tout en étant tourmentée par le dilemme moral d'écrire sur une femme toujours en vie dans une prison fédérale, une femme qui attend son exécution le 8 décembre, la seule femme dans le couloir de la mort. L'exécution a été reportée en janvier car ces 2 avocates ont contracté le Covid. Ce qu'exige ce roman va au-delà de la création littéraire et de ses objectifs. C'est une matière qui, parce que je l'ai éprouvée, ne me donne pas le droit de l'abandonner. Le mot droit est peut-être trompeur. Je ne peux tout simplement pas y renoncer. Je suis arrivée à la page 16 et j'ai un peu commencé la page 17. Je rassemble tout le matériau que je peux trouver, mais en même temps, j'évite de l'utiliser. Ce n'est pas un texte documentaire. J'imagine que ce que je cherche et ce que je retrouve dans l'autoportrait de l'artiste américaine, celle dont je ne me rappelle jamais le nom, mais qui pourrait être une Luciane Freud au féminin, même si ses visages ne sont ni ceux d'un homme, ni ceux d'une femme. Ils sont le pur visage humain, façonné par une vie de peur et de chagrin. Le 20 décembre, avant d'entrer à l'hôpital d'où il ne ressortira pas, il écrit « Au début, il était très difficile et presque non éthique d'entrer dans la vie de Liza Montgomery et dans son existence. Maintenant, j'entre et je sors comme si elle n'était qu'une figure littéraire, ce qu'elle n'est pas. Je fais attention à elle et je ressens parfois sa présence. Mais peut-être que je me voile la face et que je crée cela comme une condition préalable. Je ne comprends pas pourquoi j'utilise parfois un « elle » dans le récit et sans raison ni explication, il se transforme en un « je » qui parle. Hier soir, allongée dans l'obscurité, j'ai rédigé une lettre pour elle, pour Liza Montgomery. Dans ma version, Liza se trouve dans un présent permanent. Tout ce qui arrive, arrive maintenant. Le passé et son existence. C'est encore une journée grise avec simplement un peu plus de lumière douce. Hier, j'ai mis beaucoup de temps à m'endormir après ma lettre inachevée. Bonne lecture.
suis assis sur la couchette. Je n'attends pas. Tout le monde est réveillé. Pourtant, c'est silencieux comme dans une bibliothèque. Elle est assise sur la couchette. Sa vue baisse de jour en jour, mais elle n'aura pas le temps d'avoir de nouvelles lunettes. La nuit, elle voit bien. Elle veut se recoucher. Elle pense à une tombe, les mains posées entre les jambes. Quels vêtements portera-t-elle quand elle sera morte? Ses vêtements sont tous vieux et usés. C'est comme si elle était redevenue enfant. Elle va mourir dans quelques jours. Combien? Elle n'aura pas le temps de ressembler à sa maman. Maman est-elle vivante? Non, non, elle est morte. Elle est à la porte en salopette sale. Ses vêtements sont attachés ensemble. Alors quand elle s'habille, elle enfile tout en même temps. C'est sa puanteur de vieil alcool, de corps pourri. Ce n'est pas elle. C'est la bonne sœur. Elle a le regard d'un oiseau, mais elle est gentille, vieille, stérile. Elle va creuser dans ma cage thoracique sans que je m'en rende compte. Elle sent le savon et quelque chose d'autre. Dieu, le bois. Elle s'assoit tellement près, je ne veux pas bouger, elle n'est pas ici. Mais qui est ici? Maintenant, la gardienne va accompagner la vieille aux douches. Elle a du mal à marcher, ça prend une éternité. Alors elle lui peigne les cheveux, le peu qui reste. La gardienne dit quelque chose en passant. La vieille approche sans un mot, elle se vide. Il y a un trou obscur dans son visage, il se décompose. Elle se penche en arrière comme si elle allait cracher. Elle dit quelque chose. Je t'en prie. Le manche du couteau était vert. La lame du couteau était large. Est-ce que je savais ce que j'allais faire? Est-ce que j'avais le temps de changer d'avis? Elle s'assoit prudemment, elle existe à peine. Est-ce elle ou maman? Elle n'a pas eu le temps de vieillir, je ne sais pas quel âge elle a atteint. La bonne sœur est gentille, elle ouvre sa main, si petite, elle n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'elle doit dire, ça sort tout seul, lentement. Parfois, je ne peux pas m'empêcher d'écouter. Elle parle tout bas, je n'entends pas. Je souris. J'ai l'habitude de sourire, au pire moment, je souris. J'ai l'habitude de sourire. On sourit à ce qu'on ne connaît pas. J'ai souri quand j'ai eu mon premier enfant, je le vois sur la photo, elle est dans mes bras. C'était en 1987, c'était mon premier enfant. J'avais 19 ans. Ça ne dure pas, c'est juste la photo qui m'est apparue. Elle, ce n'est que de la viande, je baise en enfer. Je joue avec les chiots dans la cour. Non, je ne reste pas avec eux. Je ne me rappelle pas combien il y en avait. Elle parle au téléphone. Quand je sonne à la porte, elle pose le téléphone, elle ouvre la porte, je lui souris et je lui dis qui je suis. Entre, elle dit. Je vais juste terminer mon appel avec maman. J'ai promis d'aller la chercher après son travail. Après, elle est entrée, je l'ai suivie. Elle était si jeune. C'est injuste. Elle m'a regardée pendant qu'elle disait quelque chose à sa maman. Elle se tenait le ventre. Elle m'avait dit qu'elle en était au 8e mois. Moi, j'étais comme d'habitude. 4, 5 chiots dans la cour, mais elle en avait sûrement plus. Elle attendait que la bonne famille arrive. Je l'ai suivie directement dans la cuisine. Elle a dit au téléphone qu'elle recevait la visite de la femme intéressée par un chiot. Elle est ici maintenant, je viens te chercher quand on a fini. Elle se tenait le ventre. Je me rappelais le nom que je lui avais donné. Maintenant, la trappe de service se baisse, elle se transforme en petite étagère. Est-ce aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Encore un jour. Quel jour ce sera? Bientôt. Le gardien jette un œil. Il espère que j'ai réussi à mettre fin à mes jours. Oui, bien volontiers pour que tout ça soit fini, mais comment? Il dit « Voici vos médicaments ».
Merci, je dis et je souris, je ne peux pas m'arrêter de sourire. Merci mon Dieu pour ces médicaments, mais je suis allergique à 2 d'entre eux. C'est dans mon dossier, mais ils s'en fichent, on me les donne quand même. Je ne sais pas comment ce serait sans eux. Ça ne m'épargne pas les fantômes, mais ils sont plus loin d'une certaine manière, pas devant moi. Je les vois à peine, mais je sais qu'ils sont là, mais ils ne s'approchent pas encore. Parfois, ils disparaissent complètement. Parfois, ils viennent vers moi. Maman est à la porte et elle regarde. « Est-ce que tu es en train de la baiser ?» elle dit. « Bah, je vois bien que tu la baises. » Quand ils ont terminé et qu'ils sont partis, elle me frappe. Je ne sens rien, mais elle ne le sait pas. « Ne me frappe pas. » Cristal Lee dit que c'était les premiers mots que j'ai prononcés. Je ne devais pas être bien grande. À part ça, je ne parlais pas. Les comprimés sont sur un plateau, je dois les avaler. Pendant qu'ils restent là à me regarder les prendre l'un après l'autre, je veux les prendre. Elle se rappelle une photo dans le journal d'une centaine de rats morts, alignés côte à côte, entassés les uns sur les autres, les uns sous les autres, en 3 longues rangées, innombrables, sur le dos ou sur le ventre, pêle-mêle. On les a disposés de cette manière, énormes et morts, avec leurs gueules béantes et leurs grandes dents acérées, leur queue raide se dressant dans toutes les directions, et plus loin les chiens, avec leurs colliers multicolores, si fiers. Le matin même où elle allait au salon du chien, un gros rat avait sauté du lit de Jim. Et c'est pour ça qu'elle a pu raconter qu'il était urgent pour elle de trouver un bon chien à rat. J'aimerais ne pas avoir fait ce que j'ai fait. Je prie Dieu de me pardonner. Je prie presque tous les jours quand je pense à ça. Je demande le pardon de Dieu et aussi celui des autres, même si je comprends qu'ils ne peuvent pas me pardonner. Je suis sincère. J'aimerais que ça ne soit jamais arrivé. J'aimerais ne pas avoir été obligée de le faire. La bonne sœur dit que mon Créateur m'attend. Je ne veux pas le rencontrer, mais je veux vivre en étant pure si je dois le rencontrer. Lui va peut-être me purifier si c'est possible. Elle s'appelle Alice. Le rat a traversé la couchette de Jim, sauté par terre et disparu. Elle était tellement heureuse quand elle raconte à Kevin et aux autres qu'elle est enceinte. Qu'elle croit que c'est vrai. Maintenant, la gardienne revient avec la vieille, c'est la plus âgée ici. Elle va mourir ici. Je ne sais pas combien elles sont. La plupart d'entre elles sont vieilles. Je ne veux rien savoir. Mais c'est bien d'avoir des gens avec qui parler, mais elles ne veulent pas me parler. Bien évidemment, l'une va s'arrêter et dire quelque chose. Je suis une chatte psychotique, va savoir ce que c'est. C'est moi. Je dis que je veux de l'aide. Elles disent qu'elles ont les meilleurs soins médicaux de tout le pays. Meilleurs que ceux de Beverly Hills. Le gardien les bouscule s'ils restent trop longtemps et elles s'en vont en riant. Je ne fais pas attention à elles. Elles non plus n'espèrent plus rien, même si elles vont vivre encore quelques années. Elles vont vieillir ici et elles vont mourir ici. Qu'est-ce qui est pire? Vieillir ici ou mourir avant l'heure? Il me déteste. Je le vois quand il pose les comprimés sur eux. Il ne les met même pas dans une assiette. Quelques-uns tombent par terre. Il ne veut pas que je les ai. Alors je prends d'abord le Haldol et le Thorazin. Je ne les supporte pas, mais peut-être que les autres atténueront leur effet. Je leur ai dit, ça doit être écrit dans mon dossier. Mais je dois les prendre quand même. Bientôt, ça commence à me gratter de partout, surtout aux aisselles et au niveau de l'entrejambe. Il sera dehors et il attendra quand ils m'attacheront. J'espère que ça ira vite. Il sera là, je le sais. Même si c'est son jour de congé, je dis merci. Elle dit merci. Elle a pris tous ses comprimés. Elle retourne s'asseoir sur la couchette. Elle tire sur son vêtement. Il est trop court. Elle attend que les cachets fassent effet, qu'il la frappe presque. Ah non, ça n'arrive plus maintenant. Ah non, je ne vais pas sur la couchette. Je vais vers le petit plateau qui ressemble à une table accrochée au mur. Est-ce que je vais écrire une lettre à chacun? Ou une lettre à
À tous les quatre, je n'en suis pas capable et je n'ai qu'une feuille. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je les aime. Je serai toujours avec eux. Maintenant, elle a dans la bouche le goût du cordon ombilical qu'elle a coupé avec les dents. Elle n'a pas pu le faire avec le couteau, c'était trop brutal. Au lieu de cela, elle le coupe en le mordant et ensuite elle essaye de faire un nœud. Le ventre d'où elle sort l'enfant semble avoir explosé. Sur la route de presque 170 km à travers les champs de tournesol desséchés, elle savait qu'elle allait le faire, même si elle s'était dit que c'était seulement un jeu auquel elle était obligée de jouer. Elle a arrêté la voiture au bord de la route et elle est restée immobile. C'est juste un rêve, je vais bientôt rentrer à la maison, je ne dois plus penser à ça maintenant. Mais je savais, je le sais sans doute depuis le moment où ils ont affirmé que je mentais et que je ne pouvais pas être enceinte parce que j'ai été stérilisée, je n'aurai plus jamais d'enfant. Arrête de mentir, tu pourras plus jamais avoir d'enfant, tu veux juste te faire remarquer. Tout le monde sait que je suis stérile. Maman et Stéviret m'ont forcé à me faire stériliser, ils ont dit au médecin de les couper. Mais je me disais que c'était sans doute mieux comme ça, puisque j'ai déjà des enfants, Dieu a été généreux. Après le 4e, il faut s'arrêter de toute façon, à moins d'avoir les moyens de s'en occuper. Ça suffit maintenant, ils disent. Mais comment on peut savoir ce dont on aura besoin plus tard dans la vie? Elle aime conduire. Elle passe devant une petite maison abandonnée et isolée dans un champ sur une petite colline. Le toit est rougi par la rouille qui a coulé le long des murs de bois. Il brille immensément, intensément au soleil. Cette maison a été habitée. La porte qu'elle voit est légèrement entrebâillée. Après ça, sur le trajet du retour, quand toute la vie a changé, qu'elle est devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle reconnaît, elle emprunte le chemin envahi par la végétation qui était autrefois une route, elle arrête la voiture, elle reste là à attendre l'enfant sur ses genoux, elle ne sait pas s'il y a des gens à l'intérieur qui vont peut-être sortir demander ce qu'elle fait là, elle regarde l'enfant et elle la voit vraiment pour la première fois. Cela l'apaise. L'enfant n'est pas blessé. Elle la soulève, l'embrasse et après elle l'essuie avec des lingettes. Elle est contente de ne pas avoir jeté le couffin. Elle peut dormir dedans. C'est mon enfant. Je vois qu'elle a une petite égratignure au-dessus de l'œil droit, là. Elle me regarde, je ne sais pas ce qu'elle voit. Je lui souris, je lui dis quelques mots, je ne sais plus quoi, des mots qu'on dit. Je la soulève pour sentir son parfum, mais c'est l'odeur du sang qui domine. Je pense à l'égratignure, ça aurait pu très mal tourner. Malgré tout, j'ai gardé mon calme et j'ai été prudente, mais je tremblais. Je savais ce que je faisais, hein, en tout cas à ce moment-là. Je ne sais pas ce dont je me souviens et ce que j'ai entendu quand ils ont raconté. Là, je suis calme et heureuse, c'est différent. Je n'ai pas besoin d'aller travailler pendant plusieurs semaines. Je la pose sur mon sein et je soulève mon chemisier, celui que Kevin m'a offert. Il est intact et impeccable, sans trou ni tache. Je porte toujours des vêtements propres ces jours-là. Je la serre doucement contre mon sein. Elle trouve le mamelon et le tête. Il y a pas de lait, même si mes seins sont lourds comme s'ils étaient pleins de lait. C'est comme ça depuis un mois. Je lui parle de Kevin, de sa gentillesse, de son calme. Nous serons bientôt à la maison. Ton père s'appelle Kevin, il va être très heureux quand il te verra, il va être comblé. Elle entend un bruissement dans les hautes herbes et elle se relève en serrant la petite dans ses bras. Personne ne vient, personne ne la cherche. Ce sont juste 2 coyotes venus par curiosité. Ils ont peut-être été attirés par l'odeur. Ils émergent de l'herbe, ils avancent lentement. Ils ont plus peur qu'elle. Elle avance aussi, lentement qu'eux, vers la voiture, mais ils ne la suivent pas. Ils restent immobiles et reniflent. On dirait un couple marié, se dit-il. Ils vivent peut-être dans la maison. Ils n'attaquent pas une femme adulte.
il regarde seulement. La fille va bientôt avoir 16 ans. Je sais quel jour c'est le jour affreux. Ils disent que je ne peux plus avoir d'enfant. Tu mens, tu veux juste te faire remarquer, tu as été stérilisée, tu veux juste te faire remarquer. Tu es simplement, tout simplement folle. Maman et Stevie Ray se sont arrangés pour que tu sois stérilisée et on ne peut rien y changer. Tu ne fais qu'inventer des histoires pour que les gens s'occupent de toi. Tu n'as qu'à t'occuper de toi-même, t'es vide, t'es une tombe. Mais Kevin la croit. Kevin me croit et il est heureux parce qu'il va devenir papa. C'est le seul à avoir toujours été gentil avec moi. Il ne se plaint jamais et il ne me frappe pas. Maintenant, je m'assoupis, je suis ici, j'ai pris les médicaments. Je ne sais pas si c'est le soir ou le matin. Je peux pas m'allonger sur la couchette, sinon ils voient tout. Ils me regardent tout le temps, je le sens, quand ils veulent. Hier, l'un des gardiens a dit « Putain, tu pisses beaucoup aujourd'hui !» Je ne peux pas tirer sur la tunique, elle est trop courte, trop rigide, presque dure comme de l'acier. C'est pour cette raison que je dois la porter. Je ne peux pas non plus la déchirer. Hier, ils m'ont pris ma culotte. Ils m'ont emmené ici, sous les projecteurs, pour mieux pouvoir me surveiller, moi, et tout ce que je fais, c'est-à-dire rien. J'essaie de me souvenir, et s'ils veulent savoir si j'ai demandé pardon pour mon crime, je me dis... Non, je ne me souviens pas d'avoir fait ce qu'ils disent, mais c'est sûrement moi. Mais dans ce cas-là, j'étais folle, j'étais pas normale. Je crois pas que quelqu'un aurait pu faire ça en étant normal. Ce n'est pas que mon corps et moi, mais aussi mes pensées qu'ils surveillent. C'est pourquoi les lampes sont allumées nuit et jour. La lumière finit par transpercer mes paupières. On a peur de soi-même comme un animal. J'écrase mon visage contre le matelas, mais alors je dois retirer le bas de la tunique pour qu'elle ne remonte pas. Une de celles qui était ici s'est suicidée. C'était quand? Est-ce que j'étais déjà ici à ce moment-là ou à l'autre endroit qui était plus près de la maison? Est-ce que c'est juste quelque chose qu'on raconte et que j'ai entendu? Je ne me souviens pas. C'est pas facile de se souvenir quand c'est pareil tous les jours. Sauf qu'ils m'ont pris ma culotte. Ils ne disent rien, hein, c'est juste arrivé. On finit toujours par savoir. Pourquoi est-ce que je me tuerais? Ils s'en chargent, ils sont payés pour ça. Mon père me rend visite. Je ne veux pas penser à ça, je ne l'ai pas reconnu, mais j'ai vu que c'était lui. Il dit que venir me voir en prison était le pire et le meilleur moment de sa vie. Il dit qu'il est maintenant un alcoolique sobre. Je me rappelle qu'il est venu. Il était grand et maigre, il avait l'air si petit dans ses vêtements. Ils prétendent qu'elle s'est pendue avec les draps. Mais il n'y a rien pour accrocher les draps si elle avait le même genre de cellule que moi. Mais la mienne est encore plus vide, des murs lisses et rien au plafond, même pas une lampe. On ne peut absolument pas se pendre ici, même si on le veut vraiment. Je ris quand je pense à ça. Elle hurlait à propos de quelque chose qu'elle voulait. C'était tard le soir, peut-être la nuit. Même les gardiens étaient fatigués, ils sont toujours fatigués. Elle criait fort. « Je sais que je suis votre prisonnière, mais je suis un être humain !» Plusieurs gardiens ont dû arriver, ils étaient beaucoup là-dedans, hein. Ils étaient tous là. Il s'est passé quelque chose en tout cas, je n'étais pas endormie. L'un d'eux a hurlé « Toi, tu n'es ni une prisonnière, ni un être humain,
Tu es une chatte psychotique et une putain de folle. Il a hurlé ça. J'ai entendu. Tout le monde a entendu. Si tu fermes pas ta gueule de psychotique, sale pute, je vais te démolir ta face de psychotique. Mais elle a pas cédé. C'est un être humain. Elle devait être libérée 7 jours plus tard. Sa maman avait commandé une limousine qui devait l'attendre devant la prison. Pourquoi elle se serait tuée? Elle allait sortir d'ici et monter à l'arrière de la voiture comme une first lady. La chambre est sombre, très petite. Nous dormons toutes les trois dans le même lit. Ma petite sœur au fond, moi au milieu et Cristal à l'extérieur. Je serre ma petite sœur dans mes bras. Elle ne pleure plus. Il fait si sombre que je ne la vois pas, mais je l'entends respirer. Je ne sais pas depuis combien de temps nous sommes là. Il ne fait pas nuit, c'est un soir d'été. Je pense à... Je rêve d'un ouragan qui vient soulever la maison pour nous emporter toutes les trois ailleurs dans le pays. Et maman et son nouveau copain tomberont de la maison, ils tomberont et ils s'écraseront par terre comme Dorothy dans le film. Mais tout est parfaitement calme, les autres ne sont pas à la maison, il n'y a que nous. Un rayon de lumière transperce les planches du plafond, je le regarde. Je me lève doucement pour qu'elle ne se réveille pas. C'est bien qu'elle dort, mais qu'elle ne se réveille pas. Je vais au milieu de la chambre, jusqu'au rayon de lumière. Il vient peut-être du soleil, mais il ne chauffe pas. Je reste là, je ne sais pas combien de temps. Après, je me déplace pour le suivre et être tout le temps dans la lumière jusqu'à ce qu'il disparaisse. Après, je les entends rentrer. Maman et Jeff et quelqu'un d'autre, ils se battent ou bien ils baisent. Maman crie, mais elle est tellement ivre que c'est une malade mentale. Les autres rient, elle jette quelque chose, ils sont en plein délire. Je prie Dieu qu'il ne se souvienne pas de nous et qu'il ne pense pas au fait que nous sommes là. Je ne veux pas que mes enfants viennent ici, même si je suis heureuse quand ils viennent. Je ne veux pas non plus que la fille à qui j'ai donné naissance vienne ici pour me voir mourir, même si ça va vite et que ça ne prend pas longtemps. Non, n'importe quoi, je veux dire n'importe qui, mais pas elle. Si maman avait été en vie, j'aurais voulu qu'elle soit là. Ben, quel intérêt que la fille vienne, elle a 16 ans maintenant. Nous sommes étrangères l'une pour l'autre, ça pourrait être n'importe qui, elle est si jeune, quel intérêt. Même si ça serait peut-être un soulagement pour elle de me voir recevoir mon châtiment et après de ne plus exister, je pourrais bien lui accorder ça. Ça n'est pas ce que je veux dire. Je ne dis pas que j'accorde quelque chose, mais quand même, je me demande si elle a encore aujourd'hui la petite cicatrice là, au-dessus de son œil, le droit. Elle a sûrement beaucoup d'amis qui se soucient d'elle et qui prennent soin d'elle quand elle est triste. Peut-être que l'un d'entre eux pourrait l'accompagner si elle veut venir ici pour voir. Je lui dirai pardon, mais même si elle ne peut pas l'entendre. Elle est allongée sur mes genoux, sur le dos, les vêtements sont déjà tout ensanglantés, mais on pourra faire partir ça quand elle sera à la maison. Moi aussi, je suis pleine de sang, mais elle me regarde. Elle ne sait rien. Elle ne doit pas savoir. Je suis la première personne qu'elle voit. La lumière du soleil lui tombe sur le visage. Je fais de l'ombre avec ma main. Je suis sa maman maintenant, son unique maman. La seule dont elle a besoin, c'est dans la Bible.
Je lui dis que je vais prendre soin d'elle et que je vais lui donner de l'amour. Tu vas avoir une belle vie. Tu vas grandir dans notre petite ferme et je t'accompagnerai à ton premier jour d'école. Je chanterai pour toi. Je t'apprendrai à broder. Tu vas être heureuse et reconnaissante. Ton père est électricien, donc nous ne manquerons jamais de lumière. Des beaux vêtements sans trous ni taches, toujours propres, des chaussures vraiment jolies et des bottes d'hiver, des rubans pour les cheveux, un beau collier avec un cœur en or, un petit journal pour écrire qui joue une musique quand on l'ouvre avec une petite clé, qu'on va sûrement perdre et ne jamais retrouver. Je suis ta maman, je serai ta maman, je t'ai donné naissance. Je vais la reconnaître. Je vais voir que c'est elle, quel que soit le nombre de personnes dans l'autre pièce. C'est comme au cinéma, je suis le film qu'ils viennent voir. Il est court, il est terminé presque avant d'avoir commencé. Je n'ai pas l'intention de résister, je m'y résignerai. Qui aura droit de s'asseoir au premier rang? Ce sera peut-être elle et sa tante. Elle a été gentille. Elle a pris soin d'elle pendant son enfance. Ils disent que ça va vite et après c'est fini. Enfin, pour ceux qui regardent, hein, qui peuvent se lever et partir. Mais que font ceux qui ont participé à ça après? Hein? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils vont au restaurant après pour en parler? Pour dire eh ben maintenant c'est fini, elle a bien eu ce qu'elle méritait. J'ai demandé à la bonne sœur si on avait le droit de se maquiller pour nos derniers instants. Elle m'a dit « Oh, tu ne veux quand même pas rencontrer Dieu le visage peint. » Non, non, je veux juste avoir l'air un peu plus soigné, puisque tant de gens viennent regarder. Oh, c'est bête, je suppose, ça n'a bien sûr pas d'importance. Non, elle a dit. Tu rencontreras Dieu tel que tu es, le visage nu. Elle est assise sur la couchette, elle tire sur la tunique qui sent le plastique et qui la fait ressembler à une vendeuse. Elle se dit que ça serait peut-être bien quand même que la fille soit assise de l'autre côté de la paroi vitrée et qu'elle assiste à tout ce qui se passe, des préparatifs jusqu'à la fin. Après tout, elles sont liées et maintenant elles vont être séparées. Ça s'arrêtera là. Alors elle aura peut-être la possibilité de lui sourire et de lui dire pardon? Pardon, tu vas pas jouer là, tu vas pas. Pardon. Toi, on te violera même pas, dit le gardien. Il rit, les autres rient aussi. Est-ce que je dois les remercier pour ça? Ils ne savent pas combien de fois j'ai été violée, alors qu'est-ce que ça peut me faire? La première fois, c'était son beau-père, et cette fois-là, maman n'était pas à la maison. Si tu dis un mot à qui que ce soit, je baiserai ta petite sœur à la place et après je lui trancherai la gorge. Elle est allongée à côté de moi, elle est réveillée et elle entend ce qu'il dit. Je la sens se recroqueviller. Elle s'appelle Camélia. Plus tard, maman le laisse faire. Elle voit déjà ce qu'il a en tête avant que ça arrive, quand il essuie ses paumes contre ses cuisses et entre dans la petite chambre. Il lui sourit même. Il est tard le soir. Il fait presque nuit, elle a éteint la lumière et s'est recroquevillée dans un coin. Ils sont drogués. Et ils ont encore un petit sachet d'amphétamine en poudre qu'ils étalent sur la table. Maman arrive mieux à l'aspirer par le nez. C'est elle qui en prend le plus. Lui, il frotte ça sur ses gencives et il grimace comme une hyène. Il lui demande si elle en veut.
Elle a terminé ses derniers exercices de mathématiques et elle a fait son cartable. Elle sait ce qu'il attend quand elle entend la porte s'ouvrir et qu'il s'approche du lit. Elle est clouée sur sa croix à lui. When I was young, my heart was young then too. Anything that he would tell me, that's the thing that I would do. But now I feel such emptiness within. For the thing that I want most in life, the thing that I can't win. Spread your tiny wings and fly away. And take the snow back with you, where it came from on that day. The one I love forever is untrue. And if I could, you know, that I would fly away with you. The breeze along the river seems to say that it'll only break my heart again should I decide to stay. So little snowbird, take me with you when you go to that land of gentle breezes where the peaceful waters flow. Tous les jours, elle doit sortir un moment dans la cour. Elle n'a pas le droit de refuser. Elle doit le faire, qu'il pleuve ou qu'il neige. Elle marche sous les regards et les insultes des autres qui la submergent. Je ne suis pas l'une d'entre vous, elle pense. Je ne suis même pas l'une d'entre vous. Je suis pire que toutes les autres. Alors, pourquoi je ne veux pas mourir ? La seule chose que je me rappelle, c'est ce qu'ils ont dit pendant le procès. Mais j'ai bien tout avoué, hein. J'ai avoué dès le lendemain, quand ils sont venus me chercher et me l'ont prise. Je sais que Kevin m'aime. Il dit qu'il tient bon, grâce à son amour. Il dit qu'il s'y accroche. J'ai dit que j'avais fait ça, que c'était moi, mais que ça n'était pas moi. Et je ne savais pas ce que je faisais. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé. Mais ils se sont tus pendant tout le trajet jusqu'au commissariat. Nous avons traversé de grands champs de soja. Quand je me suis retournée, j'ai vu que les moutons suivaient la voiture du regard. C'était 2 jours après que mon ex-mari est allé au tribunal pour exiger la garde exclusive de mes 4 enfants. Il disait qu'il s'inquiétait de leur bien-être chez moi. 5 fois après la stérilisation qui est irréversible, elle est convaincue d'être enceinte et elle essaie de le faire comprendre à sa famille et à ses amis. C'est la stérilisation elle-même qui m'a rendue malade, elle dit. Après ça, tout a été horrible, pire que tout ce qu'elle avait vécu. C'est la raison pour laquelle elle n'arrive pas à se concentrer. Elle a autant d'accidents de voiture et elle n'arrive pas à garder un seul des emplois qu'elle décroche parce qu'elle pense tout le temps à ça. C'est la seule chose à laquelle elle pense, à ce qu'ils lui ont fait, à quel point elle n'avait pas compris, à son corps vide, juste une vieille peau. Tout a été raclé, ce qui reste est une tombe vide. Ils doivent déménager tout le temps parce que les gens la regardent comme un animal malade. Et parfois, elle est folle, elle le sait, elle ne fait pas semblant, elle est vraiment folle et elle ne sait pas comment revenir. Parfois, les enfants doivent me prendre par la main et me ramener à la maison parce que je ne sais pas où je suis. Je suis obligée de vendre mon entrejambe pour pouvoir acheter à manger aux gamins et je dois boire pour supporter ça, pour ne rien sentir. Alors je néglige les enfants. C'est à moi de choisir de le faire à chaque fois, mais je n'ai pas le choix. Non. Parfois, ils arrêtent de dire « maman ». Quand je suis confuse au supermarché et que je ne sais plus pourquoi on est là, on n'a pas d'argent de toute façon, à ce moment-là, les enfants, ils m'appellent Martha. Pas maman. Martha, viens Martha, on doit y aller. On va rentrer à la maison. Je vois que les gens autour de moi restent immobiles et me fixent bien. Ils se regardent entre eux. C'est comme un film. Martha. Martha.
Je vois à quel point elle est enceinte et jeune. Et je vois à quel point elle est heureuse, elle rayonne. Ils ont coupé mon rayonnement, ma lumière, peut-être que je ne l'ai jamais eue. Il n'y en a pas ici, tout est pâle et vide. C'est comme s'il n'y avait plus de couleur. On devient invisible, on est au milieu des invisibles. Je lui demande à quel mois elle en est, mais elle me l'a déjà écrit. Mais je dois bien parler de quelque chose, et être normale. Je sais exactement ce qu'elle ressent et ce qui l'attend. Il n'y a rien de plus beau. Après, on commence à parler des chiots. Sa chienne en a eu 5. 2 sont déjà réservés et elle espère vendre les 3 autres cette semaine. Ça demande beaucoup de travail. Quand on s'est rencontrés au salon du chien au printemps, elle disait déjà qu'elle attendait une portée à l'automne, au cas où quelqu'un serait intéressé. Ah oui, moi je dis, ça m'intéresse. Mon mari et moi envisageons d'adopter un nouveau chien depuis longtemps, depuis que le chien que nous avions est tombé malade et qu'il a fallu le faire piquer. Ça a été un moment horrible. Nous n'avons jamais eu de chien, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je peux imaginer l'horreur que c'est d'avoir à le piquer et de le voir mort comme ils vont le faire avec moi. C'est grâce à ce qu'ils découvrent dans son ordinateur qu'ils peuvent me retrouver si vite et qu'ils savent qui je suis. Ça leur prend une journée. Je peux la tenir dans mes bras seulement ce jour-là, et le soir, et la nuit, et aussi quelques heures le matin. Quand nous la promenons en poussette et que nous la présentons à chaque connaissance croisée, je raconte, je ne sais pas combien de fois, comment l'accouchement s'est bien passé. Ça s'est vraiment bien passé, de manière totalement inattendue. J'ai soudain perdu les os au rayon parfumerie de Valmar, au milieu de tous les clients. Je n'avais même pas l'intention d'acheter du parfum, juste ceux qui étaient là. Et je raconte comment un employé m'a conduite au centre de santé de Topeka. C'est là que j'étais, là où l'on m'a aidée pour la délivrance. Et à ce moment-là, l'enfant était déjà dans mes bras. Et tout le monde dit, mais qu'elle est si douce et si délicate. Oh. Et le pasteur dit qu'elle est merveilleuse, elle est vraiment merveilleuse. Et ça me rend heureuse et fière. Mais il fait froid, alors nous ne pouvons pas rester trop longtemps dehors avec elle. Ah oui, mon mari est fier. Il propose d'aller prendre un petit déjeuner au café. Nous y allons. Je veux m'asseoir. Il y a beaucoup de monde au Whistle Stop Café. On reste seulement quelques heures à la maison après la promenade et le café. On lui donne du lait infantile, mais je pose le biberon près de mon sein pour qu'elle sente le battement de mon cœur. Au bout d'un petit moment, quand elle a le ventre plein, elle s'endort sur mon sein. Et alors on sonne à la porte. C'est comme une ombre horrible qui pénètre la pièce. Je les entends demander à mon mari si je suis à la maison. Oui, elle est dans le séjour. Qu'est-ce qui se passe, il dit. Je la serre très fort, mais elle dort. Si la fille n'avait pas écrit mon nom et s'il ne m'avait pas localisé, grâce au numéro de téléphone de Kevin, il m'aurait peut-être jamais trouvé. Je m'en serais alors peut-être sortie et j'aurais vécu heureuse avec mon enfant, même si je ne me remettrai jamais du fait que mon ex-mari m'a pris mes autres enfants. Rien ne peut les remplacer, ne croyez pas ça. Je ne sais pas si ça se serait passé comme ça dans la réalité. Les choses ne se passent jamais comme on les a rêvées, ça je le sais. Je veux défaire le nœud autour de son cou, mais je mets du sang dessus
et je vois que des mèches de cheveux se sont collées autour, je n'y arrive pas. Et ses pieds, les talons et les orteils sont griffés et couverts de sang. Je ne me souviens pas d'avoir entaillé les doigts. Si c'est le cas, c'est une erreur, ça a dû arriver quand je cherchais le bébé. Ma tête est comme un appartement sans dessus-dessous, il est impossible de vivre. La bonne sœur dit que c'est Dieu qui façonne l'enfant dans la mère. Tu as volé le don de Dieu. C'est le cadeau vivant de Dieu. 401, c'est le numéro de sa maison, c'est peut-être le 410. Maintenant, on peut voir directement dans la pièce principale. Maintenant, ils disent que ça va avoir lieu le 10 janvier de l'année prochaine, c'est le dernier jour. Actuellement, je suis à Fort Worth, Texas. J'écris ça sur les lettres que j'envoie. Mon nom et mon adresse au cas où elles se perdent. Je n'ai jamais eu une telle adresse avant. C'est bizarre de l'écrire. J'écris d'abord à ma sœur, Crystal Lee, et après à mon amie, celle que j'ai rencontrée quand j'étais à l'autre endroit. Je lui dis dans la lettre que je regrette de ne pas l'avoir connue plus tôt. Ça aurait été chouette d'avoir une amie de confiance avec qui parler de tout ce qui arrive. Je suis la seule femme qui va être exécutée. Ils disent qu'il n'y a que des hommes dans la prison où je vais être envoyée pour être exécutée. C'est comme être condamnée à mort 2 fois. Je ne veux pas aller là-bas, n'importe où, mais pas dans un endroit où il n'y a que des hommes. Ça va vite, ils disent. Mais ils n'ont pas vécu ça, n'est-ce pas? Elle comprend l'horrible souffrance qu'elle a causée et qu'elle doit être punie. La femme n'arrêtait pas de dire ça au procès. Elle disait « Je suis la voix de Bobby Joe. Je parle pour elle. Oui, je mérite la mort. Ce n'est que justice. C'est mieux pour tout le monde. » Elle se serait elle-même condamnée à mort si elle avait pu. Ils disent que des centaines de personnes vont venir. Elles désirent la voir mourir. Elles seront à l'étroit dans la petite salle de visite. Mais on va probablement trouver une salle plus grande pour que tout le monde puisse entrer et regarder. Je ne fêterai plus mon anniversaire, elle pense, ce sera mon dernier Noël. Ça ne sert à rien de fermer les yeux et de les cacher avec sa main quand elle s'allonge et se tourne vers le mur. La forte lumière sans ombre pénètre quand même son corps, et cette lumière est remplie d'yeux étrangers. Ma sœur a un autre nom maintenant. Ma maman s'appelle Judy. Après avoir surpris mon beau-père allongé sur moi, elle entre dans la chambre avec son pistolet et m'accuse de l'avoir excité et d'avoir fait en sorte qu'il ne puisse pas résister. Un jour, elle hurle sur quelqu'un au téléphone pendant plus d'1 heure, mais je ne sais pas qui c'est. J'entends seulement la voix d'une autre femme, mais pas ce qu'elle dit. Maman l'engueule et jure et menace, et quand elle a fini, elle raccroche violemment et elle dit à Crystal Lee « Bon, maintenant t'as ce que tu veux. Ils viennent te chercher, t'es contente maintenant? Est-ce que t'es contente ?» Ma sœur me raconte ça, elle dit « Oui, je suis contente, je n'ai jamais été aussi contente. » Mais quand les 2 assistants sociaux frappent à la porte de la caravane pour venir la chercher et l'emmener dans une nouvelle famille qui prendra soin d'elle, c'est comme si je mourrais, elle dit. Car ma petite sœur et meilleure amie doit rester avec Judy et tous ces hommes. Elle a 4 ans de plus que moi. Elle dit que je suis très gentille et gaie et toujours souriante, que mes cheveux sont ébouriffés et en bataille et qu'à cet instant-là, mes yeux vert clair étaient écarquillés d'effroi. C'est vrai, j'étais totalement terrifiée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je la vois toujours là-bas encore aujourd'hui. Je ne l'avais pas revue avant d'entrer dans la salle du tribunal. Elle est là, aussi effrayée que moi ce jour-là, il y a 35 ans. C'est ma petite sœur, elle pense. Je sais de quoi elle s'est rendue coupable, c'est affreux, je sais que c'est impardonnable. Nous nous regardons, j'essaye de sourire, c'est ma petite sœur. Quand elle entend ce que dit le juge et qu'elle se lève pour quitter la salle, je crois qu'elle va s'effondrer. J'ai envie de courir la prendre dans mes bras.
Elle se réveille la nuit dans cette lumière insupportable, c'est comme si on venait de la frapper. Elle ne sait pas qui elle est ni où elle est. Elle cherche ce qu'elle pourrait être. Elle regarde ces photos de césarienne d'un enfant de 34 semaines et après une photo d'un autre de 36 semaines. Elle ne se souvient plus où habite la mère dans le Missouri, mais elle pense qu'il ne faut pas plus d'une journée pour faire l'aller-retour. Ensuite, elle sent quelqu'un allongé à côté d'elle sur la couchette, quelqu'un qui tremble et qui pleure tout près d'elle. Il fait froid et il y a une odeur bizarre. C'est probablement moi qui pleure, elle pense. Elle se touche le visage, mais il est sec. Je ne pleure pas, je rêve. C'est juste un mauvais rêve. Les pleurs continuent. C'est un autre être humain qui est allongé à côté d'elle. Elle croit que c'est l'une des gardiennes. Elle n'ose pas regarder. Elle veut bouger et se lever, mais après elle doit regarder et elle tourne son visage aussi prudemment que possible vers le mur où les pleurs se font entendre, des pleurs plus silencieux. Je rêve? Non, c'est pas un rêve. Je vois tout ça, c'est elle. Elle est allongée sur le lit et les larmes ruissellent sur son visage. Je ne veux pas dire son nom. Elle ne bouge pas. Je sens à quel point mon corps tremble. Elle ressemble à ce à quoi elle ressemblait quand elle était allongée sur le sol de la cuisine juste après. Je ne sais pas si elle est morte. Elle a ses vêtements et la corde autour du cou. Après, je vois la grande et horrible blessure au milieu de son ventre, là où je l'ai découpée. La chair est massée sur les côtés, ça saigne toujours. Ça doit faire tellement mal, mais je ne peux pas l'aider. Elle ne sent peut-être plus rien, ça fait si longtemps. Ça va passer, ça n'est pas pour ça qu'elle pleure. Je n'ose pas regarder son visage. Je ne peux pas penser à ça, parce que je ne vois pas où est l'enfant. Elle n'est plus dans le ventre, elle n'est pas sur la couchette, elle a disparu. Je me lève pour la chercher parce que je dois la sauver, mais il n'y a nulle part où chercher. Peut-être que j'ai rêvé tout ça, ça n'est pas arrivé. Je ne sais pas si je dois appeler les gardiens, ni ce que je vais leur dire, il n'y a que moi ici. Son ventre semble avoir explosé. En hiver, les grands champs de maïs ressemblent à des champs de bataille avec des squelettes blanchis. Elle sentait bien le fœtus bouger en elle, donner des coups de pied et se retourner. En avril, j'annonce à Kevin que je suis enfin enceinte et c'est une vraie bénédiction de lui annoncer ça après le chagrin qui a suivi la fausse couche. La joie le laisse sans voix, il se met presque à pleurer. Je lui raconte les visites chez le médecin et à quel point ça s'annonce bien. Le bébé grandit comme il faut et je lui montre les échographies pour qu'il partage ça comme un compagnon invisible. Son ex-mari lui a envoyé un mail. « Tes menaces sont vaines, elles n'ont aucun sens. On va aller au tribunal et tu seras démasqué.
Comment est-ce que Kevin, ses parents et tous les autres vont réagir quand ils découvriront que tu n'as jamais été enceinte et que tu as tellement menti à tellement de gens? Elle sent le fœtus donner des coups de pied dans le ventre de l'autre femme quand elle l'étrangle et lui découpe le ventre. La femme a précisé qu'avec un bébé en route, ils avaient besoin de tous les revenus possibles, mais ce n'était pas seulement pour ça qu'ils avaient un chenil. C'est mon premier enfant, elle dit. Son bonheur est presque impossible à supporter. Elle décide d'appeler l'enfant Abigail, parce qu'elle veut un nom qui vient de la Bible. Ce soir-là, elle emprunte les téléphones portables des enfants et prend des photos du bébé pour qu'il les montre à l'école. Abigail porte une genouillère, une grenouillère, Winnie l'ourson. C'est le soir. Je ne sais pas quelle heure il est. Je suis sur le point de m'endormir comme une petite fille. Il pleut tout le temps et les essuie-glaces grincent à l'aller et au retour. Je suis assise à l'arrière. Il s'énerve quand une autre voiture le double. « Éteins tes foutus phares !» hurle-t-il, quand toute la voiture s'éclaire. « On va devenir aveugle, putain !» Je porte des chaussons roses. C'étaient ceux de Crystal Lee. Ils ont un ruban fleuri tout autour du trou où l'on glisse le pied, mais il n'en reste plus beaucoup. Ils sont un peu trop grands pour mes pieds, mais c'étaient les siens. Elle a oublié de les prendre, hein. Tout est allé si vite. Je ne les porte qu'à l'école. Il faut porter des chaussures d'intérieur là-bas. Et il a un gros furoncle bleu dans le cou, sous une oreille, sur lequel il appuie parfois. Ses cheveux sont épais et emmêlés, ils n'ont pas de couleur. Je ne sais pas quel est son métier. Il a plusieurs emplois différents, mais il n'est pas souvent absent. Je ne le connais pas depuis très longtemps non plus. C'est son nouveau petit copain, mais il est comme les autres, il est plus jeune qu'elle. Je ne sais pas où nous allons, il n'a pas répondu quand j'ai demandé. Je ne lui demande plus, mais je comprends ce que nous allons faire une fois arrivés. Où que ce soit, ce n'est pas la première fois. J'espère que nous n'arriverons pas. Je prie Dieu qu'il sorte de la route et perde connaissance. Je pourrais alors demander de l'aide si quelqu'un arrive, s'arrête et se demande ce qui s'est passé. Mais ça ne fait que continuer. On n'a pas l'habitude d'aller aussi loin. Seulement d'aller voir ses amis. Il ne va peut-être pas me ramener après. Je me demande s'il va me tuer. C'est pour ça qu'on est en route. J'ai faim. Celui qui chante à la radio parle de quelqu'un qui est ça, Pride and Joy. Il attendait dans la voiture quand je suis sortie de l'école. Monte derrière, il m'a dit. Où allons-nous? J'ai demandé. Tu verras quand on y sera. À ce moment-là, je comprends. Parfois, ils me pissent dessus quand ils ont fini. Je ferme les yeux, j'essaye de me boucher le nez et de fermer la bouche. Je demande à Kevin quel prénom il aime, s'il ne pense pas qu'on devrait inclure celui de sa mère. Est-ce qu'il y a un prénom que tu préfères aux autres, hein? Alors, il n'en trouve pas. Alors je propose Abigail et je dis que ce prénom se trouve dans la Bible. Il va y réfléchir. On a tout le temps. Abigail, ça sonne bien, il dit ça plusieurs fois. Allez, viens Abigail, maintenant, il faut se coucher. Abigail, où es-tu? Ce jour-là, on décide d'aller déjeuner et on va au Whistle Stop Café où ils font un vrai American breakfast. On a l'habitude d'aller là-bas quand on a quelque chose à fêter. Ce matin-là, le café est presque plein. Nous parlons avec Cathy, la propriétaire, et elle trouve Abigail mignonne et jolie, mais d'autres personnes sont perplexes quand nous leur racontons qu'elle est âgée d'1 jour seulement, qu'elle est venue au monde hier, à Topeka. On ne peut pas dire qu'un bébé est âgé s'il n'a qu'1 jour. Kevin mange du bacon, des œufs, du pain frit, des hamburgers, mais moi, je n'ai pas très faim. Après, nous rentrons à la maison. Je sais comment elle s'appelle maintenant, mais son prénom n'est pas aussi joli qu'Abigail. Après, ils arrivent. Comme l'a dit Kevin, il n'a même pas le temps de dire au revoir.
Il n'y a pas d'arbres sur le chemin, juste des champs et des plaines avec des fans de maïs blanches, de grandes éoliennes, un silo ou deux. Voilà mon paysage. Il y a une petite ferme, une maison sombre et une grange. La voiture s'arrête là. J'espère que personne n'habite là, mais il y a de la lumière à la fenêtre et la lampe au-dessus de la porte est allumée, comme celle près de la grange, où il y a peut-être des animaux. Mon dernier cours était musique. Nous avons chanté Snowbird. Devant sa maison dans le Missouri, il y a un panneau Happy Heaven Farms. C'est celui que je cherchais. Je connaissais l'adresse, mais je me la répétais tout le long du chemin en conduisant. J'ai l'habitude de faire ça pour les choses importantes à retenir. Il m'arrive même de répéter mon propre numéro de téléphone portable 100 fois par jour pour être sûre de m'en souvenir. Je me gare là, derrière la Ford dont elle a parlé. Je reste un moment dans la voiture. Je suis là maintenant et j'ai peur. Je sais que je suis arrivée ici, je vais la rencontrer pour voir des chiots, je ne sais pas si je vais y arriver, n'importe quoi peut se passer. J'ai dit que je m'appelais autrement, j'ai dit que je m'appelais Darlene Fisher. J'ai toujours aimé ce prénom. Les prénoms sont importants, mais bien sûr, on ne peut jamais les choisir soi-même, mais à ce moment-là, j'ai choisi Darlene. On dirait une chanson. Nous sommes seuls dans la maison, son mari est au travail. Elle raconte qu'elle travaille souvent dans un fast-food. Elle dit que Skidmore est un endroit moribond, mais qu'elle ne le quittera jamais. Elle dit qu'elle va me montrer où sont les chiots et elle se dirige vers une porte dans la cuisine. Elle ne se retourne pas. Je pense que je peux le faire maintenant. Elle ne sait pas ce qui se passe dans son dos. Je sors une corde en plastique rose que j'avais mise dans la poche droite de ma veste avant de partir. Je me mets derrière elle et je la suis quand elle va ouvrir la porte. Et après, je vais rapidement vers elle et je lui enroule la corde autour du cou avant qu'elle ait le temps de réagir et je serre aussi fort que possible. Je serre encore et je ne sais pas ce qui se passe, mais elle essaye de se libérer et je la tiens encore plus fort. Alors elle glisse au sol, je la maintiens debout avec la corde jusqu'à ce qu'elle s'arrête et s'affale sur moi. Je ne suis pas sûre que ça soit fini. J'attends, je ne veux pas penser à ça quand je raconte au policier comment ça s'est passé. Il veut savoir chaque détail et je ne suis pas sûre que ça se soit passé comme je le raconte. Je n'arrive pas à penser à ça. Ce n'est pas moi qui pense à ça. Il n'y a plus rien. Tout a disparu. Je ne suis pas sûre que ça soit fini, mais je dois signer avec mon nom ce qu'il a écrit. Je dois écrire plusieurs fois mon nom sur un papier où est écrit ce que j'ai dit. Elle est si lourde. Ses mains retombent sur le bébé qui donne des coups de pied dans son ventre. Nous le sentons toutes les deux. Il ne doit pas mourir. Mais elle est en train de mourir. Je sais qu'elle est en train de mourir. Mais ce n'est que la première étape. C'est bientôt fini. Maintenant, le pire reste à venir. J'essaye de ne pas regarder son visage. Je l'allonge sur le dos et je dois remonter ce pull. Est-ce que c'est elle, là, dit l'homme. Il est grand et carré, il a une salopette bleue du genre de celle que maman avait toujours, avec des boutons brillants, et il a un t-shirt et des grosses chaussettes. Oui, dit le petit copain de maman, la voilà. Elle, dit l'homme, quel âge a-t-elle? Elle est bien plus âgée que prévu. Elle a 9 ans, dit le petit copain de maman. Elle aura 9 ans en mai. 9 ans, dit l'homme, elle a l'air d'en avoir au moins 15, elle peut pas avoir 9 ans, putain, elle a des seins et tout. Ouais, mais elle a 9 ans. Oui, alors moi j'ai 20 ans, dit l'homme. Je m'attendais à quelque chose de plus frais. Bah, elle est fraîche là où elle est censée être fraîche, je peux le garantir, dit le petit copain de maman.
On peut pas faire plus frais. Il me serre fort la nuque, mais je ne pense pas à m'enfuir, c'est inutile. Je me souviens d'un gros chien qui se lève dans une autre pièce et qui s'approche et me renifle. Je tends la main comme on fait, je pense le caresser, mais je n'ose pas. Même s'il a l'air fatigué et vieux. « Ouais, on verra bien, dit l'homme. Il est d'accord quand même, puisque je suis déjà là. « Viens, il dit, et je dois le suivre. C'est une petite chambre. Je crois qu'il y a une photo encadrée sur une commode dans un coin. On y voit une jeune femme et une petite fille plus jeune que moi. Elles portent des vêtements d'un autre temps. Elles sont devant une maison, peut-être celle où je suis maintenant, mais elles semblent plus jolies. Il me pousse vers le lit et je m'assois. Le lit est fait et joli, mais les draps sont vieux. Il y a 2 oreillers d'un côté. Il se met au milieu de la chambre, il me regarde comme s'il attendait. Après, il dit « Vas-y, montre-moi, fais voir. T'as déjà fait ça avant, n'est-ce pas? C'est pas la première fois qu'on te baise, n'est-ce pas? Bon, alors. » Elle répond pas. Elle regarde le sol, les mains entre les cuisses, alors il s'approche d'elle, il s'assied à côté d'elle sur le lit, et il la touche pas, il la regarde, il regarde le sol, il la regarde à nouveau. Elle est vide. Elle ne sait pas combien de temps il reste assis comme ça. « T'as déjà des poils sur la chatte ?» il demande. Elle répond pas. Après, il lui prend la main et la glisse entre ses cuisses. « Sens la bite de papa. Elle est à toi maintenant. » Je ne me souviens plus si j'ai un couteau sur moi ou si j'en trouve un que je peux utiliser dans un tiroir de la cuisine. Il est large avec un manche vert. Son corps est toujours chaud. J'ai dû la retourner pour qu'elle soit sur le dos. Je ne me souviens pas de ce qu'on voyait sur les photos. Elle ne bouge pas. Je ne veux pas voir ses yeux. On ne sait pas ce qu'on va voir. Ça va si vite. J'ai jamais fait ça avant. Je n'aime pas les couteaux, ni les ciseaux. Je ne veux pas en avoir dans la chambre où je dors. Maman me piquait parfois avec un couteau, mais c'était pour s'amuser. J'ai été obligée de la découper plusieurs fois, plus profondément. À chaque fois, du sang coulait abondamment de sa blessure. Bien sûr que j'ai fait ça, mais je ne m'en souviens pas. C'était pas moi. C'était pas mon intention. J'aimerais qu'elle soit toujours en vie. Je savais qu'il y aurait beaucoup de sang. J'ai coupé jusqu'à l'enfant qui était allongé, immobile, les yeux fermés. J'ai coupé pour la libérer. Après, je l'ai soulevée. J'étais couverte de sang, agenouillée dans son sang. J'ai essayé de nettoyer ce qui restait sur mes mains, mais ça servait à rien. J'étais obligée de tenir le bébé. Je suis partie avec elle dans mes bras. Je m'appelle Darlene Fisher. Maintenant, je l'ai abandonnée.
Thank you.